Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est tout juste 18h, c'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Un vent de renouveau souffle sur les infrastructures portuaires et maritimes au Maroc. Les différents projets d'envergure inaugurés par Sa Majesté le Roi dans le complexe portuaire de Casablanca confortent le rayonnement économique et touristique de la métropole. Nous vous proposons un éclairage sur ces grandes réalisations en début de cette édition en compagnie de Badr Zahir Lazraq, chercheur en droit des affaires à l'Université Hassan II à Casablanca. Nous parlerons également santé, la chirurgie des fentes labio-palatines au cœur de la formation de médecins résidents à Marrakech. Une aubaine pour les parents d'enfants atteints de cette malformation. Les enfants ont pu bénéficier d'opérations gratuites. Dernière l'initiative de l'hôpital Ibn Tufayl de Marrakech. L'escale culturelle de ce samedi nous emmène à la découverte de l'univers artistique d'un visage de la diaspora marocaine, celui de Wim Bentajja, autrice et compositrice établie en Suisse. Loin de son pays d'origine, elle se plaît à écrire ses chansons en darija pour mieux exprimer ses émotions. Son premier hippie, elle le baptise « Héritage de femmes » en hommage aux femmes de son pays d'origine. L'infrastructure portuaire et maritime se consolide au Maroc à coups de projets d'envergure lancés sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi. La restructuration et le développement du complexe portuaire de Casablanca viennent consacrer la position du royaume en tant que porte d'entrée privilégiée vers l'Afrique et au-delà, moyennant une enveloppe budgétaire de l'ordre de 5 milliards de dirhams. Le complexe portuaire de Casablanca a complètement changé de visage. Il compte aujourd'hui différentes structures de grande envergure, un port de pêche, un nouveau chantier naval, un terminal de croisière et un complexe administratif. Des infrastructures qui reflètent une ambition, celle de faire du Maroc un acteur clé de l'économie maritime mondiale. Et pour un éclairage sur la portée de ces nouvelles infrastructures portuaires, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau M. Badr Zahir Al-Azraq, professeur-chercheur en droit des affaires à l'Université Hassan II à Casablanca. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, ces infrastructures portuaires donc de pointe, fraîchement sorties de terre, illustrent une vision royale qui se projette dans l'avenir. Le Maroc se tourne de plus en plus vers l'économie portuaire. Qu'est-ce que signifie ce choix donc aujourd'hui ? Je pense aujourd'hui que le choix de l'économie portuaire, c'est un choix qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est une nécessité, c'est un choix stratégique qui remonte juste après l'intronisation de Sa Majesté le Roi, où les orientations de Sa Majesté nous ont incité à revaloriser le positionnement géographique du Royaume du Maroc à travers le renforcement, la modernisation du secteur portuaire. Un pays quasi insulaire, un pays privé de certaines richesses naturelles en relation avec l'énergie fossile et autres. Donc on était obligé à chercher ailleurs d'autres opportunités, et notamment au niveau du positionnement géostratégique du Maroc, juste à côté des grands marchés, notamment l'Union européenne, et aussi juste à côté, on fait partie du continent africain où se trouvent des matières premières à exporter. Donc voilà, la vision, c'était de transformer le Maroc à une grande plateforme logistique dont la pièce maîtresse était le complexe portuaire Tangemet, qui est un port de 4e génération. C'est-à-dire, on l'identifie pas seulement en tant qu'un port dont la mission principale est le chargement et le déchargement des navires, mais c'était un port de transbordement et aussi un port qui comporte d'autres zones, une zone franche dédiée au commerce, une zone dédiée à l'industrie. Donc, cette infrastructure, et grâce à cette infrastructure, on a pu attirer des investissements colossaux, notamment en matière de l'industrie mécanique et des automobiles. On a pu convaincre certains grands transporteurs maritimes, notamment Maersk et CMA CGM, de s'installer à Tangemet et de détourner les flux commerciaux vers le port de Tangemet. Et aujourd'hui, ce port, et c'est grâce à cette politique et ces orientations, je pense aujourd'hui que ce grand port se positionne en 5e rang au niveau international, au niveau de la performance. Donc pour nous, c'était pas juste un simple choix, c'était un choix stratégique, mais aussi c'était une nécessité pour le Maroc. Et justement, le regard prospectif de Sa Majesté le Roi, d'ailleurs,
dans ce domaine fait naître de grandes ambitions. Parmi elles, alors je les cite, le développement de l'industrie navale, moyennant le nouveau chantier naval inauguré par le souverain. Quels sont les objectifs stratégiques derrière la mise en place de ce grand chantier? Donc la vision ne se limitait pas seulement à doter le Maroc des grands complexes portuaires. Aujourd'hui, il y a le complexe portuaire Tanger Med et aussi en cours d'achèvement, il y a le grand complexe portuaire Nador West Med et aussi le Dakhla Atlantique. Mais juste à côté de cette infrastructure de 4e génération, cette infrastructure moderne, donc le Maroc a voulu aussi saisir l'occasion, pourquoi pas se doter d'une flotte commerciale. C'est-à-dire aujourd'hui, se doter d'une flotte commerciale, ça fait partie de la souveraineté économique du Maroc. Et comme ça, on va renforcer les opportunités pour se connecter directement avec des destinations lointaines, notamment avec des pays comme la Chine, les États-Unis aussi, avec laquelle on a déjà un accord de libre-échange, et aussi avec l'Afrique occidentale, l'Amérique latine. Donc voilà, si on possède une flotte commerciale proprement marocaine, donc on a la possibilité de réduire les coûts, de rendre les produits marocains plus compétitifs sur le marché, mais aussi cette industrie navale n'est pas seulement orientée vers la satisfaction du besoin national à travers cette industrie. Aujourd'hui, on vise la reproduction du même modèle qu'on a déjà réussi à le faire au niveau de l'industrie automobile, c'est-à-dire faire du Maroc un leader en matière de l'aéronautique aussi, faire du Maroc un leader en matière de l'industrie navale, et aussi, et pourquoi pas, aider certains pays africains à se doter de leurs propres navires aussi et leurs propres lignes de commerce maritime. Donc l'enjeu pour le Maroc n'est pas seulement un enjeu national, n'est pas seulement un enjeu économique, mais un enjeu géostratégique et diplomatique aussi. Alors professeur, autre structure d'envergure qui a pris place au cœur du complexe portuaire de Casablanca, le terminal de croisière. Alors les statistiques du tourisme de croisière montrent une croissance, je lis, de plus de 15% par an. Le Maroc voudrait bien sûr aller encore plus loin. Comment cette nouvelle infrastructure va-t-elle booster ce segment et dynamiser l'économie locale? Voilà, ici on est en train d'enrichir l'identité économique de cette méga ville de Casablanca, c'est-à-dire cette ville aujourd'hui, c'est une ville qui était souvent qualifiée en tant que ville commerciale, ville industrielle. Aujourd'hui, sera transformée et se tourne vers le tourisme. On parle un objectif de 450 000 voyageurs qui seront accueillis au sein de la nouvelle station du port de Casablanca. Aujourd'hui, il y a un double enjeu, c'est-à-dire doter la ville de Casablanca d'opportunités de s'ouvrir sur d'autres secteurs en relation avec l'économie bleue et notamment le tourisme. Et aujourd'hui, cette ville est en pleine métamorphose et il pourra saisir cette occasion et renforcer la création d'emplois et aussi renforcer la présence d'autres secteurs, notamment de la branche hôtelière sur la ville. Mais aussi, on a un autre enjeu, c'est toujours d'alléger la pression sur d'autres ports, notamment récemment durant l'opération Marhaba, on a constaté qu'il y avait une grande pression notamment sur le port de Nador et aussi sur le port de Tanger Med. Aujourd'hui, on sera doté d'un autre terminal qui sera opérationnel durant l'été prochain pour accueillir aussi les Marocains résidant à l'étranger. Donc il y a un double enjeu, c'est un enjeu de modernisation et de renforcer la qualité des services au niveau des différents terminaux, notamment au niveau pour accueillir les Marocains résidents à l'étranger, mais aussi il y a un autre enjeu, c'est un enjeu de s'ouvrir sur d'autres secteurs, notamment le secteur touristique, notamment pour une grande ville telle Casablanca. Badr Zahir Al-Azraq, merci d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes professeur chercheur en droit des affaires à l'université Hassan II à Casablanca. Merci. Merci à vous. Coopération sécuritaire maroco-turque, le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, M. Abdeltaif Hamouchi, est en visite de travail à Ankara. À la tête d'une délégation sécuritaire de haut niveau, le directeur général de la DGSN a rencontré son homologue turc, M. Mahmoud Demitras, directeur général de la police nationale turque. Les deux responsables ont discuté des perspectives de la coopération bilatérale en matière de sécurité, ainsi que des moyens de renforcer l'action conjointe permettant de garantir la sécurité et la stabilité, neutraliser les risques et les défis sécuritaires d'intérêt commun. Les deux responsables ont également abordé les moyens de contribuer au succès des échéances internationales et des grands événements que le Maroc s'apprête à accueillir, notamment la 93e session de l'Assemblée générale d'Interpol en novembre prochain à Marrakech,
la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et la Coupe du Monde 2030. Partenariat donc avec le Portugal et l'Espagne. Page santé clôture hier à Marrakech des 31e journées scientifiques et académiques appelées les estivales pour la chirurgie des fentes labiopalatines. Cette formation au profit des médecins résidents est organisée par le service de chirurgie maxillofaciale de l'hôpital Ibn Tufayl de Marrakech, à la clé des opérations gratuites pour les enfants atteints de cette malformation. Reportage Hassan Mskour, Amina Allam, donc Hanan Shemrah et Sofia Fegrout. C'est une fente là, grave. Là, c'est le petit pied. Entourée de ses médecins résidents, la professeure Nadia Mansouri explique le cas du jour. Un enfant souffrant de fente labiopalatine, anciennement appelée bec de lièvre. Une malformation congénitale caractérisée par une lèvre supérieure fendue. Pour lui redonner le sourire, il aura besoin de plusieurs opérations délicates. Autant dire un défi pour ces jeunes chirurgiens. Alors, avant de passer au bloc opératoire, ils se sont longuement entraînés sur des simulateurs. C'est un défi pour nous les chirurgiens, pour la famille aussi. Donc pour ce qui est technique, donc il consiste à une restitution anatomique de cette malformation, que ce soit au niveau labial ou bien alvéolaire ou bien palatine, et qui a pour but principalement une restitution anatomique de ces structures anatomiques afin de restituer la fonction phonatoire, la fonction de tétée, surtout pour les nourrissons. On a pu apprendre comment suivre le malade depuis sa maladie jusqu'à sa guérison. On a pu apprendre comment faire le diagnostic de la maladie, quand poser l'indication chirurgicale. Et grâce à nos professeurs, surtout professeur Nadia Mansouri, notre cher maître, qui nous a permis de faire une simulation à la faculté de médecine de Marrakech, de faire aussi une simulation chaque matin des journées opératoires sur des papiers et aussi une simulation sur des écrans, et puis de pratiquer au lit du malade au niveau du bloc opératoire. Et au bloc opératoire de l'hôpital Ibn Tufayl du CHU Mohamed VI de Marrakech, ces formations ont duré 5 jours. Un programme qui associe rigueur technique et sensibilité humaine. C'est important que ces patients ne soient pas oubliés. Il faut les opérer dès leur plus jeune âge pour faciliter la tétée, améliorer l'esthétique et la prononciation. Plus tôt ils sont opérés, mieux c'est. De cette manière, la scolarité se passera normalement, tout comme leur vie en société. Au Maroc, les fentes labiopalatines touchent un cas pour 1000 naissances. Elles affectent la parole, la mastication et l'esthétique dentaire. La prise en charge est gratuite et se fait très tôt. Ma fille est née avec une malformation congénitale. Elle a eu sa première chirurgie à l'âge de 5 mois aujourd'hui. Elle a 11 ans et se porte mieux. Elle va à l'école et mange normalement. En formant les chirurgiens de demain, cette initiative offre bien plus qu'une opération. Elle offre aux enfants atteints de malformations la possibilité de parler, de sourire et de grandir sans différence. Place à présent à votre escale culturelle hebdomadaire. Nous la consacrons aujourd'hui à l'une des figures de la diaspora marocaine, une jeune artiste, autrice et compositrice établie en Suisse. Elle s'appelle Wiham Benchaja, mais elle se présente sous son nom de scène, donc Leila Teja. La musique est sa passion. Elle la vit pleinement dans son pays d'accueil, mais sans pour autant s'éloigner de ses racines. D'ailleurs, Wiham a fait le choix de chanter en Darija pour mieux aborder ses expériences de vie. Aujourd'hui, la jeune artiste vient de sortir son premier EP baptisé « L'héritage des femmes » en hommage aux femmes de son pays d'origine. Allons à sa découverte avec Maria Awad et Ayoub Chelouah. À une chrysalide en pleine éclosion, Wiham Benchaja, alias Leila Teja, est le nouveau visage de la pop marocaine.
riche d'une multiculturalité nourrie par ses années passées dans les plus grandes métropoles du monde. Elle se mue aujourd'hui en autrice et compositrice de talent. Loin des clichés musicaux attendus, l'artiste s'essaie d'abord au chant lyrique, dont elle conserve la puissance des aigus. Et ce timbre de voix unique est reconnaissable entre tous. Mais plus que de chanter, Leila veut avant tout faire entendre sa voix, la sienne, et à travers elle, celle de toutes les femmes marocaines, militantes et engagées, qui font le Maroc d'aujourd'hui et de demain. Et comme une volonté d'ancrage à ses racines, Leila Tiaja fait le choix de la Derija pour chanter. De son premier opus, nous retiendrons notamment le titre Scorpion, mais aussi Bouya. Deux ballades musicales sur fond de deuil, de résilience, de courage et de bravoure. Porté par l'amour d'un père trop tôt disparu et par l'héritage littéraire d'une mère écrivaine, ce premier EP dégage une profondeur spirituelle, comme une volonté de faire dialoguer l'intime et le collectif. Une manière sans doute de rappeler que chacun de nous porte en soi une part non négligeable des autres. Wiham Bentaja ou Leila Tiaja donc a fait le déplacement pour nous depuis donc la Suisse. Wiham, bonsoir, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir. Alors vous venez de lancer votre premier hippie composé de 6 chansons. C'est ça. Je précise en Darija, un hippie baptisé l'héritage des femmes. Est-ce que c'est une façon pour vous de questionner donc la vie des femmes? Oui, je voulais mettre en avant la femme marocaine dans ses expériences. J'ai écrit 6 chansons qui font référence à 6 chapitres de vie. Donc la première chanson c'est Bouya, elle est d'ailleurs sortie aujourd'hui sur les plateformes Spotify, iTunes et Apple Music. Donc 6 chapitres de vie qui correspondent à la colère suite au deuil, à la tristesse, ensuite à l'empathie, la résilience et l'acceptation, puis la joie. Donc je voulais faire aussi un hommage à la femme marocaine par rapport à sa force, à son héritage culturel qui est très unique et complètement différent. C'est une expérience de vie différente d'être une femme marocaine que d'être une femme européenne. On vit les choses différemment dans notre culture et dans notre héritage. Alors les paroles de vos chansons, vous les avez écrites en Darija, en dialecte marocain. Vous auriez pu les écrire en langue française, puisque cela fait très longtemps que vous vivez en Suisse. Alors pour quelles raisons avez-vous fait donc ce choix-là? Pour moi, c'était important d'écrire en Darija parce que ce que j'ai vécu, c'était des expériences purement marocaines qui m'ont amené à écrire ce hippie de 6 chansons. Donc c'était naturel pour moi et c'est aussi la langue de mes racines. J'ai envie de m'adresser à ma communauté dans ce qu'elle vit. Et j'ai aussi envie d'un peu populariser notre dialecte parce que nous, on écoute les musiques du monde, on sait parler toutes les langues, tous les dialectes, on sait notamment parler beaucoup de dialectes du Moyen-Orient. Et je pense qu'il est temps qu'eux aussi comprennent un peu notre culture et notre façon de parler. Alors vous avez un master en trading des matières premières et vous avez évolué dans la finance internationale. Comment la musique s'est-elle donc invitée dans cet univers de chiffres et surtout de marché de capitaux? Alors je pense que la musique a toujours été là. Ça a été aussi pour moi un refuge. Elle a toujours été là parce que depuis petite, je fredonne, j'écris des poésies, j'imagine des chansons. Donc, quelque part, ça a toujours été au fond.
de moi-même. Maintenant, je me suis concentrée sur les études. Mes parents m'ont poussée à faire des études. Il fallait réussir. Ça m'a aussi permis de financer, mine de rien, ma musique. Le Maroc, c'est le pays de l'artiste entrepreneur parce qu'on n'a pas une grande industrie musicale avec des labels puissants. Donc l'artiste marocain, c'est l'artiste les Keizem, les Keitir Frasso. Donc je voudrais aussi prouver que c'est possible de se lancer soi-même, même à 30 ans. Même si on n'a pas baigné dans l'univers musical, tant que c'est à l'intérieur, c'est possible. Alors, vous avez beaucoup voyagé, vous avez vécu au Maroc, en Suisse, en France, en Chine, en Angleterre et en Allemagne. Que vous a apporté cette vie en perpétuel mouvement à l'échelle tout d'abord personnelle et au niveau artistique? Je pense que ça m'a beaucoup aidé dans ma compréhension de l'être humain. C'est ce qui ressort de mes chansons, enfin j'espère en tout cas. J'essaie de faire de la musique qui a un côté spirituel, qui aide les gens à traverser certaines situations de vie. Et je me suis surtout rendu compte que l'être humain est partout le même. De Shanghai à Genève jusqu'à Tanger, on passe tous par les mêmes émotions, les mêmes vies. Plus ou moins, on passe la naissance, la mort, le bonheur, le malheur, on vit tout ça. Et la musique est quelque chose qui rassemble les gens. Donc, je me souviens même en Chine, je chantais des chansons dans d'autres langues à des amis, des gens que je rencontrais, et ils arrivaient à ressentir les émotions sans comprendre les paroles. La musique rassemble les gens, et j'aimerais que la musique, même en Darija, puisse rassembler les gens. Leila Tiaja, merci d'avoir fait le déplacement pour le journal. Je rappelle que vous êtes donc autrice, compositrice et interprète établie en Suisse. Exactement. La première chanson est Bouya et elle est sortie aujourd'hui sur YouTube, Inch'Allah, d'ici une semaine. Bonne chance. Merci. Faisons maintenant une petite pause gastronomique pour aborder un événement qui s'impose aujourd'hui comme une plateforme incontournable de l'hospitalité en Afrique. La 11e édition du Crémaï, elle a ouvert ses portes à Marrakech sous le signe Hospitalité 2030, une ambition marocaine, un rayonnement africain, un impact mondial. Le volet compétitif reste un pilier majeur du salon, avec notamment la Coupe d'Afrique de la boulangerie qui réunit 8 pays africains. Le trophée Marjan Halima célébrant l'excellence féminine en gastronomie, ainsi que les sélections continentales pour le Bocuse d'or et la Coupe du monde de la pâtisserie. Et puis, notez cette alerte météo à présent émise par la Direction générale de la météorologie nationale qui annonce aujourd'hui de fortes averses orageuses avec rafales de vent de 17h. Elles ont commencé à 17h et se termineront à 22h dans les provinces d'Ifrane, Azilal, Khnifra, Midelt, Boulmen, Ouarzazate, Tinrir et El Haous. Voilà, c'est avec cette petite page météo que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, 18h30.